Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des directs d'Arts et Métiers TV. Confinement oblige, nous sommes en direct devant nos ordinateurs en visioconférence. J'anticipe et veuillez d'ores et déjà nous excuser si parfois la connexion nous joue des tours. Pour cette deuxième émission, nous nous sommes intéressés à un accord passé le 14 octobre dernier entre la Fondation Santé des étudiants de France et l'école, qui ont signé une convention pour la mise en place de dispositifs répondant aux besoins de santé des étudiants des 8 campus d'arts et métiers sur les composantes prioritaires du bien-être et de la santé mentale. Plus qu'une signature, c'est une première en France. Pour en parler avec nous, nous avons sur ce plateau virtuel Amael Mayer. Bonsoir. Alors, Amael, vous êtes donc chef de cabinet en charge du suivi de ce dispositif et de la coordination avec la Fondation Santé des étudiants de France. Dominique Monchablon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychiatre, chef de service du relais étudiant lycéen et de Philharmonie auprès de la Fondation Santé des étudiants de France. Vous aussi, vous portez ce projet et vous allez nous détailler ce dispositif, mais aussi nous éclairer plus largement sur ce que vivent nos jeunes aujourd'hui, et pas seulement les Gazards, car le phénomène dépasse largement les arts et métiers. Nous recevons aussi Léa Balu de la Bordeaux 218. Bonsoir Léa. Alors, vous êtes Gazard et élève ingénieur, et surtout vous êtes major d'estime au carré, et on verra comment les élèves se sont organisés et participaient à ce programme, et surtout on va découvrir votre fonction qui est tout à fait nouvelle au sein de l'Union des élèves. Dernier invité, Jean Sivad, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes de la Lille 189 et vous êtes aussi DSC carré au sein de la SOS. Et à ce titre, vous allez nous parler du rôle des archis sur le terrain. Alors, petit mot avant d'explorer le sujet aujourd'hui. Vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités qui y répondront en direct dans la dernière partie d'émission à l'adresse Internet qui défile en bas de votre écran. Et c'est Thierry Lucotte, Cluny 177, responsable communication de la SOS, qui sera notre modérateur. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors, première question à Amael Mayer. Amael, pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet d'envergure nationale où finalement l'école, mais aussi l'ensemble de la communauté, a pris le sujet à bras-le-corps sur ces questions de santé des étudiants? Oui, alors le dispositif, il est en fait composé de deux éléments. Le dispositif EVA, qui est un dispositif d'accompagnement psychologique, et le dispositif PeerCare, qui est un accompagnement, une formation à la détection des addictions. Et ces deux dispositifs sont complémentaires, mais ont eu des genèses un peu différentes. Alors le dispositif EVA, tout d'abord, pour écoute, veille, accompagnement, il a été construit et à partir d'un constat qui a été fait que nos étudiants faisaient face à des situations de mal-être tout au long de leur scolarité et que l'école ne disposait pas forcément d'un accompagnement structuré, organisé, ce qui nous a amené à apporter des réponses à ces situations qui étaient très variables selon les campus, selon les compétences en présence. Et il est même arrivé que les étudiants aient parfois à gérer eux-mêmes des situations et qu'ils aient eu un peu à faire comme ils pouvaient. Donc l'école a souhaité se professionnaliser. On a monté un groupe de travail qui a rassemblé l'ensemble des parties prenantes de l'école, la direction de la formation, les ressources humaines, les conseillers de prévention et bien évidemment les étudiants. Et ce groupe de travail a abouti à un certain nombre de conclusions sur quel type de dispositif on souhaitait pour notre école. Alors les conclusions, elles étaient qu'on voulait vraiment avoir un dispositif structuré au niveau national et qui puisse s'adresser à l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur formation. On voulait un dispositif qui adresse aussi toutes les problématiques du mal-être étudiant, qui ne soit pas spécialisé sur un domaine, comme cela peut être le cas dans certains autres établissements. Qui puisse que l'école puisse servir de lieu de détection et d'orientation, mais que l'écoute proprement dite devait être faite par des professionnels. Ce n'était pas le métier de l'école. Et enfin, en ayant un dispositif national avec nos 8 campus, on voulait toutefois qu'il y ait des relais par campus, ce qu'on a appelé des référents. Et donc, avec ces conclusions, on a cherché à rentrer en contact avec des prestataires, des professionnels. Et c'est là où la SOS, qui elle-même menait cette même réflexion en parallèle, nous a présenté la Fondation Santé des étudiants de France. C'est le docteur Monchablon qui est avec nous ici ce soir et avec qui on a commencé à travailler, à affiner et à préciser le dispositif EVA. Maintenant, le dispositif PeerCare,
Il a une genèse un petit peu plus ancienne. Il a été déjà mis en œuvre dans l'école en 2017-2018 et c'est même dans l'école qu'il a été imaginé et testé. À l'époque, c'était la Croix-Rouge qui l'opérait. Et au moment où on a mené cette réflexion sur la prise en charge du mal-être étudiant, on s'est dit que c'était peut-être le moment aussi de relancer cette formation Peer Care. Et il se trouve que c'est la Fondation Santé des étudiants de France qui maintenant l'opère. Et donc, voilà, on a mis en place ces deux dispositifs de manière conjointe avec un seul partenaire, donc la Fondation Santé des étudiants de France qui nous accompagne en tant que professionnels de ces questions-là. Et pour nous, ça fait complètement sens de pouvoir proposer un seul dispositif avec deux volets un peu différents et un partenaire principal qui est la Fondation. Alors justement, Dominique, je m'adresse à vous, Dominique Monchablon. Avant d'explorer et de comprendre ce dispositif qui comporte donc ces deux volets, comme disait le rappelait Amael, j'aimerais que vous rebondissiez sur cette genèse racontée par Amael et aussi avoir l'analyse du médecin, nous éclairer sur ce que vivent nos jeunes aujourd'hui, car le phénomène n'est pas propre aux arts et métiers, mais il est général. Oui, naturellement. Le mal-être des étudiants représente à peu près 20% de la population étudiante, que ce soit à l'université, en grande école, en prépa, avec des montées en puissance de ces situations de détresse psychologique à l'occasion d'événements particuliers. Bien sûr, on traverse une crise où cette détresse psychologique aujourd'hui monte jusqu'à 30%. Mais le mal-être étudiant, je dirais, dans sa globalité, consubstantielle de cette période charnière d'entrée dans la vie adulte avec cette réflexion nécessaire sur des choix qui sont faits, avec ce retour en arrière inévitable sur ce qu'on a traversé jusque-là, des péripéties d'existence, qu'ont traversé les sujets, leurs familles, parfois des histoires d'ailleurs traumatiques de séparation ou de maltraitance. Et c'est au moment finalement où enfin les étudiants sont installés dans un parcours de vie qui va démarrer, qui semble très optimiste, qui va se prolonger dans l'avenir, dans la vie citoyenne, qu'il y a un retour sur soi sur toutes ces questions, à la fois les questions du passé, avec parfois des vulnérabilités, pas chez tous les étudiants bien sûr, mais chez un certain pourcentage, et puis des questions qui vont se poser sur l'avenir. Quel choix opérer dans ma vie de citoyen, mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans mon mode de vie, je dirais quelles options je vais prendre. Toutes ces questions qui sont évoquées peuvent susciter temporairement un certain mal-être et au moins un certain questionnement. Et c'est cette prise en charge précoce du mal-être que nous souhaitions comme on dit, nous sommes très, très militants à la Fondation là-dessus, sur cette question-là, que nous souhaitions entendre, aider, soutenir pour éviter que ce mal-être se transforme en souffrance. Et que si cette souffrance n'est pas prise en charge, elle peut s'installer en trouble. Voilà. Cette question est très importante. Juste deux mots sur la Fondation. Alors, notre fondation est une fondation hospitalière à but non lucratif, qui est la seule fondation en France qui propose une prise en charge intégrative des difficultés personnelles, psychologiques et des difficultés académiques. Et nous travaillons de manière extrêmement intime avec des enseignants, des équipes enseignantes. Pourquoi ? Parce que le bien-être, il doit au même moment, être opérationnel à la fois sur l'aspect intime, psychique, intrapsychique de la vie relationnelle du sujet, mais aussi sur l'aspect opérationnel de sa vie d'étudiant. L'un va forcément avec l'autre. Si on se retrouve en difficulté ou en questionnement dans son parcours universitaire, va émerger une souffrance psychologique. Et si on est en souffrance psychologique, on devient beaucoup moins compétent sur le plan des compétences cognitives, mais aussi évidemment des capacités d'intégration au groupe. C'est l'isolement qui va apparaître dès qu'apparaissent les problèmes psychologiques. Alors, il y a justement, comme le rappelait Amael, deux volets. Donc, il y a le programme EVAC, dont vous avez la charge, le programme Peer Care. Sur EVA, comment vous
vous l'estimez, comment vous le voyez et, par rapport aux arts, justement? Alors, pour Eva et pour Pirker, le programme, il se déploie sur 3 axes. Le premier axe, c'est au fond repérer, faciliter l'accès à la consultation psychologique de jeunes qui seraient voilà, déjà en situation de souffrance. Ça, c'est évidemment faciliter cet accès, ça c'était très important. Et il nous a semblé que la téléconsultation pouvait répondre à une facilité d'accès que nous avons constaté d'ailleurs pendant le confinement avec l'ensemble des étudiants d'Île-de-France. Hein. À partir du moment où on donne un numéro de téléphone, voilà, l'accès à la consultation est déstigmatisé, il est très facile. Ça, c'était très important pour nous. Et évidemment, la téléconsultation permet aussi de couvrir un champ national. Ça, c'est une grande première hein, pour une entreprise de soutien psychologique. Ça, c'était la priorité, que les jeunes qui se sentent en questionnement ou en difficulté puissent accéder à voilà, un entretien qui peut être unique ou qui peut se résumer à 2 ou 3 rencontres, 2 ou 3 mises en perspective de leurs difficultés. Et puis, ces jeunes vont reprendre leur vie habituelle. Le deuxième élément qui nous semblait très très important, c'est, je dirais, de sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire à ces questions-là. Et cette communauté universitaire de votre très belle école, c'est à la fois la communauté des étudiants, la communauté des pairs. Et nous, on sait que la solidarité entre pairs, et Dieu sait si, évidemment, c'est le point fort de cette très belle école, c'est la solidarité entre pairs. Cette solidarité, c'est le facteur de protection numéro 1, bien avant le soutien des psychologues, le facteur de protection de l'anxiété et de la dépression. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur cette très belle collectivité de jeunes et d'étudiants pour peut-être, je dirais, les sensibiliser d'abord à peut-être à repérer chez leurs amis, leurs copains, des petits signaux faibles hein, de la souffrance, et puis peut-être former quelques étudiants, une approche un peu plus technique de ce repérage. Nous avons une spécificité particulière qui fait que finalement, plus on est en difficulté, moins on va appeler à l'aide. Parce que pour appeler à l'aide, il faut avoir déjà encore un petit peu d'énergie pour faire ce mouvement. Et donc, les signaux des difficultés psychologiques peuvent être très faibles. Vous voyez, des signaux très, très faibles. Et donc, c'est un peu technique de les repérer. Donc, notre programme, ça va être un programme de formation des étudiants, d'accompagnement des étudiants. Et puis, évidemment, il inclut également la formation des professionnels. Alors, les professionnels ont déjà une bonne formation sur le terrain. Hein, ils ont déjà un bon feeling, que ce soit les enseignants, les administratifs. Mais parfois, ils se posent des questions, ils sont confrontés à des situations un peu complexes, ils ne savent pas jusqu'où aller dans l'intimité de l'étudiant voilà, qui semble en difficulté. Est-ce qu'il doit franchir le pas d'aborder cette question ou pas? Ou si l'étudiant est notoirement en difficulté, comment l'amener tranquillement et sans intrusion majeure vers les soins? Et c'est là-dessus que nous allons apporter un soutien technique. Vous avez aussi donc dans le programme Pirker votre collègue Olivier Fan qui travaille avec vous. Et je crois qu'Amael a justement des nouvelles sur Pirker. Oui, des nouvelles récentes liées Très, très au fraîches. confinement. Donc, le programme Pirker, voilà, un programme de formation donc, qui a impliqué évidemment du présentiel. Le confinement a rendu un peu plus compliqué sa mise en œuvre, mais on a su s'adapter avec la Fondation et on va proposer au moins pour 2 campus de commencer dès le mois de décembre la formation sur une formation théorique qui sera à distance et qui sera complétée dès qu'on pourra, dès que la situation sanitaire nous le permettra, qui sera donc complétée par une formation en présentiel comme c'était initialement prévu. Alors, pardon. Oui. Pardon, allez-y. Sur le programme Pirker. Donc, le programme Pirker est un programme de formation des étudiants, formation à la, je dirais, à la régulation, hein, pour permettre la régulation des conduites à risque au sein du campus, mais aussi un programme de formation de la même façon qu'Eva, pour repérer hein, des sujets qui seraient peut-être plus enclins à ces conduites à risque, les aider, les accompagner, les soutenir. Enfin, le programme Pirker permet également à ces sujets qui seraient peut-être des sujets à risque, un peu plus vulnérables au regard des addictions, de pouvoir accéder à une consultation aisée, rapide, en téléconsultation. Alors, au sein de la communauté, il y a les élèves, et les élèves représentés ce soir par Léa. Alors, Léa, justement, vous portez la lourde charge d'être le major d'estime au carré. Et j'ai envie de vous dire, pour beaucoup de gens de la communauté,
major d'estime, on connaissait, au carré, Quesaco. Pour présenter un petit peu ce que c'est qu'un major d'estime carré, on va peut-être revenir sur les bases, donc ce que c'est un major d'estime, puisque ce n'est pas forcément très bien connu ni popularisé partout. Les majors estime, c'est tous les gens qui sont en campus et qui sont souvent accompagnés de ce qu'on appelle des fourriers estime et qui ont en fait la lourde charge, si je puis dire, de prendre soin de leurs camarades, puisque c'est souvent des gens qui sont prédisposés. Et donc, c'est ceux qui vont s'occuper du bien-être étudiant dans l'école de façon générale, et qui vont aussi essayer un petit peu d'apaiser les tensions qu'il peut y avoir dans les promotions, donc effectuer beaucoup de gestion de conflits. Et voilà, donc c'est un travail qui implique une charge mentale assez importante, même si les majors estime ne travaillent pas tout seuls, bien entendu. Et en fait, cette année, l'Union des élèves s'est rendu compte que c'était un travail assez faramineux et qui était finalement peu encadré. Donc, ils ont décidé, ils ont eu à cœur de mettre un point d'honneur sur le bien-être étudiant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé le poste de major d'estime carré, qu'on appelle aussi le carré, qui est donc le poste que j'ai à ce jour. Et donc, très rapidement, ça consiste en fait à apporter un soutien et des conseils aux majors d'estime qui sont en campus, qui sont, on va dire, sur le terrain avec tous les élèves et qui sont en contact avec eux au quotidien. Donc, leur apporter mon expérience dans la mesure du possible et assez humblement. Et c'est surtout pour eux un moyen de parler de ce qui leur arrive et d'essayer un petit peu justement de perdre cette charge mentale. Voilà. Un deuxième point, c'est que mon travail, c'est aussi énormément de faire de la gestion de projets sur le bien-être étudiant. Donc, par exemple, de travailler avec l'école, avec la SOS et les archives ou avec des associations sur la mise en place de projets de bien-être étudiant pour faire en sorte que l'école devienne un lieu encore plus sain pour les élèves. Donc là, vous êtes, alors vous êtes sur du campus de Bordeaux, mais aujourd'hui vous êtes maintenant à Paris. Un exemple, comment vous avez organisé ça à Bordeaux? Par exemple, à Bordeaux, on peut mettre en place différents types d'actions. Je sais que pendant le premier confinement, pour les gens qui étaient restés à la résidence, on avait mis en place, par exemple, des responsables d'étage pour faire les tours et vérifier que tout le monde allait bien. C'est des exemples qui peuvent être mis en place de façon assez locale. Là, on a la chance d'avoir pu travailler, notamment avec la FSEF et l'école, sur le programme Pierre-Kerr, qui tout particulièrement va être qui va être composé de 3 modules. Le premier étant Pierre-Kerr basique, qui sert en fait à détecter les consommations problématiques d'alcool, comme l'expliquait le docteur Monchablon précédemment. Le deuxième module du programme Pierre-Kerr, ça va être le Pierre-Kerr SAS, qui en fait enseigne aux élèves à mettre en place des SAS dans lesquels ils peuvent appliquer les premiers secours ou venir en aide aux élèves qui sont en difficulté en fin de soirée. Et le dernier module, et pas des moindres, c'est donc Pierre-Kerr Outils, qui aide en fait à directement venir en aide aux personnes qui ont une relation compliquée ou qui ont avec l'alcool ou des problèmes d'addiction. En plus de ces sujets qu'on traite avec l'école, on essaie de mettre en place des actions assez parallèlement et plutôt en lien avec d'autres associations et avec le soutien de la SOS, bien évidemment. Je pense par exemple à toutes les actions qu'on met en place cette année pour essayer de soutenir la place des personnes LGBTQ+, aux arts et métiers, et donc pour favoriser la diversité dans l'école. On est en contact avec différentes associations qui nous proposent des formations directement dédiées aux responsables d'associations pour essayer de faire de l'école un lieu plus inclusif pour tout le monde, ou qui nous proposent des webinaires et des after-work, tout ça pour commencer à aborder ce sujet et voilà, améliorer la qualité de vie à l'école. Alors, bien entendu, c'est aussi dans le but de nous rapprocher de la vie professionnelle, puisque les questions de bien-être étudiant sont aussi très liées avec les questions de bien-être au travail. Dominique Monchablon, sur le premier mois, je dirais, justement de l'accord de partenariat entre vous et l'école, est-ce que vous avez déjà reçu des appels, des appels à l'aide? Je dirais que dès les premières semaines de mise en place du dispositif, tout a merveilleusement fonctionné. Nous sommes vraiment épatés de la dynamique de l'école,
tant au niveau des étudiants qu'au niveau des professionnels. Oui, on a eu un afflux considérable de demandes de consultations psychologiques dans ce contexte particulier qui est le contexte de la crise sanitaire, du confinement, soulignons-le, et du téléenseignement, hein, avec tous les effets également pervers de ces trois composantes, la crise sanitaire, l'insécurité sanitaire, le confinement avec une activité sociale extrêmement réduite, même si la vie en campus favorise quand même évidemment tous ces contacts, et le téléenseignement qui apporte son lot de difficultés supplémentaires, même si ce téléenseignement permet de structurer la journée des élèves. C'est un rempart contre l'anxiété et la dépression. La continuité pédagogique organisée comme elle est organisée dans votre école. Ça, c'est formidable. Mais néanmoins, ce téléenseignement, évidemment, il est problématique en ce sens qu'il est rude, il est un peu sec, un peu désincarné. Vous voyez, du principe actif, on dit en chimie le principe actif et de l'excipient. Eh bien, le téléenseignement, c'est du principe actif. Et il faut que les jeunes aient le temps de se l'approprier aussi, de pouvoir le critiquer, de pouvoir en parler entre eux. C'est-à-dire tout ce jeu relationnel qui est fait dans l'enseignement présentiel, évidemment, les étudiants sont privés actuellement, c'est difficile pour eux. Alors, principe actif, je dirais que Jean Civade, vous les représentez bien, les archives, notamment les DSC. Pour vous, ce dispositif, vous y voyez quoi et comment les archives et les DSC se placent dans ce dispositif? Alors effectivement, les DSC, eux, sont les délégués de la SOS auprès des campus, sont présents sur les 8 campus, accompagnent les élèves dans leur vie, leur donnent les épaules et puis sont en lien aussi avec évidemment l'école et les directeurs de chaque campus. Et ils sont quotidiennement au contact des élèves. Et donc, à ce titre, pour les deux dispositifs, ils vont accompagner, ils vont participer à la mise en place, peut-être favorisée par des contacts, par le lien local, la mise en place des dispositifs avec des équipes, comme le disait le docteur Monchablon, des dispositifs locaux. Et puis peut-être même ils participeront à la formation pour mieux savoir détecter. Et puis lorsqu'on a lancé la démarche avec Jean Fournier, en rencontrant le docteur Monchablon, vous imaginez bien qu'on a été vite convaincus par l'approche et qu'on a eu très envie effectivement de présenter à l'école, aux élèves et d'essayer d'accompagner les deux pour mettre en place le dispositif. Et puis on essaie de jouer notre rôle, donc ne pas faire, mais accompagner, faciliter. Aujourd'hui, on voit bien que le Covid, comme vous l'avez dit, impacte fortement les jeunes, aussi bien diplômés aussi, les salariés, et avec des hausses d'arrêt de travail ou de dépression. Et le dispositif EVA va permettre de donner aux élèves des outils pour effectivement lutter contre ces difficultés pendant les 3 ans aux arts, mais aussi, et c'est là notre ambition, c'est que cette formation devienne quelque chose de périn et leur serve tout au long de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, et que ça aille au-delà de juste ces 3 ans, mais bien ça soit une partie intégrante de la formation. Aujourd'hui, dans nos entreprises, les métiers évoluent et on a de plus en plus besoin d'ingénieurs humanistes, on va dire, formés à ces questions. Alors, j'ai envie aussi d'être un petit peu poil à gratter quand même, parce que c'est bien beau tout ça, mais un tel dispositif, ça a un coût. Oui, c'est un projet un petit peu ambitieux. C'est un projet un petit peu ambitieux. Le budget pour 5 ans est de 750 000 €. À ce jour, la fondation Arts et Métiers et la SOS finance un tiers du dispositif. La fondation pour environ 35 000 € par an, donc sur 5 ans. La SOS pour 15 000 € par an sur 5 ans. Et puis l'école et les élèves, à travers la contribution à la vie étudiante, participent cette année pour 10 000 €. Avec évidemment, nous sommes à la recherche d'un complément de financement. Et là, je dois signaler le travail remarquable fait par les élèves à la recherche de financement. Ils ont répondu à un appel à projet de la Caisse d'assurance maladie pour chercher une fondation de la Ligue des cas.
Merci à Léa, Jonathan, Clément et Nathan pour l'implication dans ce mini-projet qui n'a pas abouti, mais qui nous donne les bases, le dossier qu'ils ont construit nous donne les bases pour continuer la recherche de financement. Et puis, je voudrais dire, c'est un projet unique. C'est un projet unique pour une école d'ingénieurs, unique par la participation de toutes les composantes arts et métiers, hein, élèves, anciens élèves, écoles, et puis des vrais professionnels avec la FSEF. Unique par public visé, puisque c'est 1500 personnes par an. Et la durée, puisque je parle depuis tout à l'heure de 5 ans, puisque notre ambition, dès le départ, c'est d'inscrire ce programme dans la durée, pas que ça soit juste une intervention d'1 an, mais bien l'inscrire sur 5 ans pour que ça devienne, que ça s'inscrive dans le parcours de formation de l'ingénieur Gazard du XXIe siècle. Alors, l'heure passe beaucoup trop vite, enfin, du moins la demi-heure, et on est déjà dans la dernière partie de l'émission. Alors, Thierry Lucotte va nous rejoindre. Bonsoir Thierry. Alors, on a quand même pas mal de questions justement de spectateurs. Et Thierry, la première question est qui s'adresse à qui? Alors, la première question, je vais la poser au docteur Monchablon. Est-ce que vous avez une position large à la fédération? Est-ce que vous voyez des différences entre finalement les types d'établissements, entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, les classes préparatoires? Est-ce qu'on voit des différences entre ces populations? Voilà une question très intéressante. Alors, j'ai monté il y a, à titre personnel, là, pour le coup, enfin au sein de la Fondation, bien sûr, il y a 20 ans, un accueil spécifique pour les étudiants de classe prépa aux grandes écoles. Et puis finalement, on s'est attaché à ces jeunes et on a voulu les suivre une fois qu'ils sont arrivés en grande école. Et donc, j'ai fondé une association qui est l'association Santé des grandes écoles, qui réunit les différents psys qui soutiennent les jeunes en grande école. Après, nous avons pu faire des études comparatives entre les différentes grandes écoles et entre les étudiants d'université et les étudiants de grandes écoles. Et il y a évidemment des problématiques très différentes et des profils de personnalité, des profils psychologiques bien différents en fonction des filières et des cursus. OK ? Alors ça, c'est vraiment formidable. Et nous arrivons dans une école qui est ultra ciblée, avec un profil assez ciblé, même si évidemment, il y a une très grande diversité de personnalités, une très grande richesse. Mais voilà, un abord, je dirais, d'ingénieurs, hein, des questions, même des questions existentielles. Et voilà, nous on adore. Peut-être quand même, je dirais 2 choses. D'une part, il y a des spécificités qui sont liées aux filières, bien sûr. Et il y a également des spécificités qui sont liées au parcours antérieur, parcours prépa ou pas prépa, avec évidemment une mise en tension de problématiques psychologiques au décours de la prépa. Hein, déjà, les jeunes sont très sollicités sur le plan des facteurs de résilience et facteurs d'adaptation. Voilà, et il y a des problématiques différentes en fonction de l'évolution au sein de son propre cursus universitaire, entre la première année, des problématiques de première année, des problématiques de fin de cursus. On va dire que les plus vulnérables, ce sont les sous-groupes des primo-arrivants à l'école et le sous-groupe qui sort. Voilà, voilà, peut-être on pourrait mettre un petit coup de projecteur sur ces sous-groupes. Je ne sais pas si je réponds Merci, à la question de vos étudiants. Oui, alors les ingénieurs… Je crois, oui, mais de toute façon, on y reviendra parce que j'ai beaucoup de questions et le temps file. Je voulais poser une autre question cette fois-là à Maëlle Meyer. Quels sont les campus qui sont concernés par le programme Pirker et comment ont été choisis les premiers campus pour le déploiement? Alors cette année, les campus qui ont été choisis, c'est ceux qui n'avaient pas bénéficié de la formation Pirker au moment où il a été lancé dans l'école, donc en 2017-2018. Et donc cette année, c'est Cluny, Aix-en-Provence, Paris et Angers. Et donc ils ont été choisis
parce que les 4 autres campus ont bénéficié de cette formation préalablement. Et donc, l'idée, comme ça a été précisé, que on s'est engagé avec la FSEF sur 5 ans et que donc tous les campus vont assez rapidement être couverts par la formation Pierre-Kerr. Merci. Question pour Léa. Dans ton expérience de major d'estime à Bordeaux, est-ce qu'on observe des problématiques accrues liées aux périodes d'intégration, de constitution de la promo, de construction de la promo? Est-ce que les problèmes apparaissent à ce moment-là ou est-ce que finalement ils existent tout au long de l'année? Je dirais, moi j'ai fait un mandat de quasiment 1 an et demi en tant que major estime à Bordeaux. Il n'y a pas forcément que des problèmes quand le groupe se constitue ou se forme, même si c'est difficile de trouver sa place dans une promotion de 150 personnes pour la plupart du temps. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des problèmes tout au long de l'année, en fait, que ça concerne des problèmes d'addiction, des problèmes de dépression, des problèmes d'harcèlement ou de violence sexuelle et sexiste. Il n'y a pas forcément une période à laquelle c'est plus propice. Je dirais au contraire même que pendant l'intégration, c'est la période où on va essayer de transmettre toutes nos valeurs, y compris la solidarité et la fraternité. C'est peut-être une des périodes pendant laquelle il y a probablement le moins de problèmes, en fait, à proprement parler. Très bien, merci. Beaucoup d'autres questions, mais Eric, je crois qu'on arrive un peu au bout du temps. Et oui, là, on arrive au bout du temps. Donc, je vous remercie vraiment pour vos témoignages à vous tous et de vous être rendus disponibles pendant cette période de confinement pour parler avec nous de cette problématique. On vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain à 19h pour justement aborder un tout autre sujet, la recherche partenariale aux arts et métiers. Encore à vous tous, un grand merci pour votre disponibilité et d'avoir participé à ce direct un petit peu particulier. Merci à vous Thierry et donc rendez-vous le 9 décembre prochain à 19h. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.